l'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Marine Caron, conseillère départementale de Seine-Maritime pour le canton de Rouen, conseillère déléguée en charge du personnel et des ressources humaines et nouvellement élue présidente du groupe de la majorité départementale Union de la droite et du centre. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Marine Caron, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous avez fait des études à Rouen, si mes renseignements sont bons, vous avez fait des études également de droit. Vous possédez un master en relations internationales et une licence en droit politique. Vous faites de la politique depuis déjà 5 ans. Vous êtes une élue UDI et vous avez en ce sens été directrice opérationnelle de la campagne d'Hervé Morin pour les élections régionales. Et vous êtes lieutenant de la réserve citoyenne. On va découvrir votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Marine Caron, tout d'abord, qui a dit « Là où se trouve une volonté, il existe un chemin » ? Alors, c'est un sujet compliqué parce que pour moi, j'attribue cette phrase à Sir Winston Churchill, mais il est possible que d'autres la prêtent à d'autres personnalités politiques. En tout cas, au-delà de l'appartenance de cette citation, en tout cas, moi, c'est dans mon engagement vraiment un leitmotiv. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'envie, la volonté de faire quelque chose, il faut se donner les moyens pour y parvenir. D'accord, vous avez devancé ma question. C'était une citation porte-drapeau de votre vie en fait, et de votre engagement qui vous sied donc à merveille. Vous disiez il y a quelques années, à une France des 36 000 communes, je crains que ne succède une France des 20 métropoles, etc., de 35 000 déserts. Est-ce que cette crainte est-elle toujours justifiée depuis l'élection du président Macron ? Alors, quand j'avais évoqué ce sujet, c'était par rapport au fait qu'il y a besoin de pouvoir avoir un équilibre sur nos territoires entre les différents types de collectivités. Aujourd'hui, cette crainte, elle n'est pas encore d'actualité, en tout cas dans mon engagement au quotidien. Mais c'est vraiment, et je le porte encore plus aujourd'hui en tant que présidente du groupe de la majorité, une volonté de pouvoir de dire et de faire comprendre, de faire savoir qu'il ne faut pas concentrer la force politique uniquement sur des métropoles, alors même que moi, je fais partie d'une métropole, mais avoir conscience que la richesse de nos territoires, c'est leur diversité. Leur diversité, c'est autant le rural, l'urbain que le périurbain, et c'est cette capacité à pouvoir, et comme on le fait aujourd'hui au département, engranger les énergies de chacune de ces collectivités. Comment ça se passe au niveau d'un citoyen lambda, de la compréhension justement de ce qu'est une métropole ? Est-ce que le Rouennais sait au plus profond de lui-même que la métropole Rouen-Normandie agit pour lui ou pas ? C'est encore assez compliqué. C'est assez compliqué. Je pense que le concept de métropole est bien entré aujourd'hui dans l'esprit du citoyen lambda, comme vous le dites. Mais la capacité à voir la frontière entre ce qui est fait au niveau de la métropole et ce qui est fait au niveau de la commune reste encore différent. Et on sait, et c'est montré souvent par les différentes enquêtes ou les différentes études, que la première figure politique à laquelle se rattache un citoyen, c'est celle de son maire. Oui. Le maire reste la première figure politique de référence pour un citoyen et il est important aujourd'hui d'arriver à faire de la pédagogie sur l'articulation entre métropole et commune, parce que c'est là où se trouve l'enjeu de demain, notamment quand on a par moment dans certaines métropoles le pouvoir métropolitain justement qui engrange de plus en plus de compétences et qui peut parfois remettre en question la capacité d'action de certaines communes et de certaines villes. Certains élus qui sont passés sur ce plateau ont justement eu la crainte et pour certains la quasi-certitude de la disparition, si ce n'est de la commune, en tout cas du poste de maire d'ici quelques années. Est-ce que ça c'est envisageable ? Alors moi, c'est pas une crainte que j'ai. Je pense qu'on a un certain attachement, alors à la fois en tant que Français, mais aussi en tant qu'élu à l'entité qu'est la commune et à la figure qu'est le maire. Mais c'est vrai que la question qui se pose, et moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est quel est demain le véritable pouvoir du maire au sein de sa commune. C'est plus dans ce sens-là que la question se pose. La disparition de la figure du maire, on le voit même dans les grandes villes où il y a différents arrondissements, on a toujours une figure de maire. C'est celle qui revient parce que c'est le premier ancrage qu'on a en politique. Donc je suis pas inquiète personnellement sur la disparition de cette figure, mais voilà, plus sur sa capacité d'action réelle. Militante du Nouveau Centre à 22 ans, candidate à 24
au municipal, tout à fait. Élue à 25 au département. Vous êtes la Benjamine du conseil départemental de Seine-Maritime. C'est peut-être quelque chose qui doit vous saouler un peu, qu'on vous le rappelle à chaque fois. Vous avez succédé, je crois, à Virginie Luco Avril. Tout à fait. Pour prendre la tête du groupe de la droite et du centre. Alors c'est un poste de direction compliqué, un exercice de diplomatie, etc. C'est un délicat équilibre à trouver. Il y a des forces en présence qui peut-être sur le papier paraissent unies, mais est-ce que c'est compliqué comme travail ? Alors c'est vrai que nous, vous êtes dans une même famille, on va dire, que la famille de la droite. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Nous, on a aujourd'hui, certes, un groupe politique qui est fait de différentes sensibilités, de différentes personnalités, mais c'est aussi ce qui fait sa richesse. De là où on tient cette richesse, c'est du fait qu'on est ensemble avec une véritable cohésion, une véritable unité derrière d'abord le programme qu'on a porté ensemble sur les 35 cantons de la Seine-Maritime en 2015, et 2, derrière le président Pascal Martin. Donc en fait, c'est un travail au quotidien qui est d'animation, de porte-parole, mais de faire vivre aussi la cohésion et l'unité d'un groupe qui aujourd'hui est porté par une même envie, c'est faire avancer le département de la Seine-Maritime. Est-ce qu'il y a eu cette même unité de la droite lors des élections régionales ? Oui. On a réussi à mener une campagne où on a réuni droite et centre ensemble derrière Hervé Morin. Après, bien entendu, comme dans toute campagne, il y a des moments qui sont peut-être plus simples que d'autres, mais ce qui est important, c'est de réussir à réunir tout le monde pour pouvoir ensemble avancer, et c'est ce qu'on a réussi à faire en 2015 lors de la campagne des élections régionales. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, j'étais au cœur de cette campagne, et je l'ai vécu vraiment comme un immense apprentissage et comme une victoire personnelle aussi, parce que vous le disiez, j'ai mené des campagnes en étant candidate moi-même, mais celle-ci, je l'ai vécue dans l'ombre, c'est-à-dire en étant les petites mains derrière qui permettaient de faire avancer. Et c'est vraiment un grand enrichissement de pouvoir le vivre de cette manière-là, et de pouvoir se dire qu'on a réussi. Et je me prononcerai pas pour la région Normandie, mais il y a vraiment une unité autour d'une Normandie conquérante qui est née. Et ce terme aujourd'hui est vraiment marqué dans l'identité régionale et dans l'identité politique de la région. Et donc c'est une véritable force d'avoir réussi à le faire. Alors est-ce que c'est un scoop ? Est-ce qu'on a aujourd'hui sur notre plateau celle qui va réussir en douceur peut-être la réunification de la droite avant d'autres élus qui dans d'autres départements s'y sont cassés un peu les dents ? C'est un peu votre challenge, ça ? Alors, moi, mon challenge aujourd'hui au niveau du groupe de département de la Seine-Maritime, c'est surtout de faire vivre cette pluralité qu'on a, de la garder unie, soudée, et de pouvoir la faire avancer jusqu'en 2021, puisque ce sera à terme notre prochaine échéance départementale, électorale. Alors, pas de croche-pied de la part des Républicains, des constructifs ou des marcheurs, Aujourd'hui, je le redis dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vraiment, et je le vis très sincèrement, c'est une vraie richesse de pouvoir avoir au sein de notre majorité des sensibilités qui soient très larges, parce que ça montre notre capacité à réfléchir ensemble, à avancer ensemble et à construire ensemble. Et ça, pour nous, c'est pas du tout une situation qui puisse être bloquante ou difficile. Au contraire, c'est une situation qui nous permet de nous renforcer les uns avec les autres. De toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'on vous entendra dire du mal. Vous avez une délégation aux ressources humaines dans le département, donc c'est 500 agents, je crois. 5500. 5500 agents sur 300 sites. Un dialogue social et un apprentissage quotidien, ça se passe comment actuellement ? Ça se passe bien. Il n'y a pas des mouvements de grogne, etc. Bien sûr, il y en a. Après, c'est un challenge au quotidien de travailler dans les ressources humaines. Pour rien vous cacher, quand on est élu et qu'on vient vers vous et qu'on vous dit est-ce que vous avez envie d'avoir une délégation, c'est rare que les premières qui sortent soient les ressources humaines ou même les finances. Moi, quand le président Pascal Martin est venu me voir et m'a dit je souhaite te confier cette délégation parce que ton sens des relations humaines, ton engagement au quotidien correspondent à ce qu'on attend sur cette mission, ça m'a fait réfléchir et ça m'a donné envie. Après, c'est pour moi au quotidien un apprentissage, une véritable transversalité entre l'ensemble des directions, l'apprentissage aussi d'un rapport de force avec les organisations syndicales qui peut s'assimiler d'une certaine manière à celui qu'on peut avoir entre différentes oppositions politiques, mais qui est aussi différent, qui m'apprend en tout cas à m'endurcir, qui m'apprend à améliorer mon échange et mon langage. Après, bien sûr, il y a des points de tension qu'on connaît au département de la Seine-Maritime sur différentes directions ou différents services, mais je pense que c'est important que ce soit par le dialogue et par le lien social qu'on puisse arriver à trouver des solutions. Humaniste, progressiste, européenne, c'est une belle carte de visite pour éventuellement
une élue En Marche. Pourquoi ne pas avoir sauté le pas ? En tout cas, pas encore. Pas encore, en effet. Non, pourquoi ? Parce que au moment des élections présidentielles l'année dernière, en 2017, moi j'ai pris le parti de me mettre un peu en recul, de pouvoir observer les mouvements de l'échiquier politique qui se mettaient en place. Je suis toujours restée fidèle aux valeurs que vous avez citées. Centriste, humaniste, européenne, progressiste. Ça, c'est mon ADN, entre guillemets. Aujourd'hui, on vit une période, et on l'a vu en 2017, et on le voit encore aujourd'hui avec les différents mouvements politiques qui évoluent, où on ne sait pas quel est vraiment l'avenir des partis politiques. Bien malin serait celui qui pourrait dire que dans 6 mois ou 1 an, on serait à tel ou tel niveau de force politique en présence. Donc, je pense qu'il y a eu un message qui a été passé en 2017, c'est-à-dire que les électeurs, les Français, se sont détachés de cette image des partis. Ils l'ont par leur vote aussi exprimé un certain recul, une non-adhésion en tout cas. Et aujourd'hui, moi, la manière dont je vis mes responsabilités, mon mandat, c'est de le faire à travers les dossiers, à travers le terrain et à travers la proximité. La question du parti politique, elle est importante, bien sûr, puisque c'est toujours un élément sur lequel les électeurs et les Français se reposent. Mais pour moi, ce que je veux mettre en avant, c'est ma force sur mon territoire et ma force pour les concitoyens. Est-ce que ça va vous embêter ou pas ? Vous avez une fidélité très charnelle vis-à-vis de Pascal Martin. Le jour où il faudra repartir peut-être pour une campagne départementale ou une régionale, etc., de toujours avoir cet étendard UDI centriste ou pas du tout ? Non. Non. Moi, dans mon ADN, il y a certaines valeurs, mais je suis centriste. Oui. Profondément centriste, parce que j'estime que c'est en étant constructif qu'on peut porter des projets, que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc de l'autre côté, et qu'on a besoin d'avoir un juste équilibre, et ça correspond profondément à ce que je suis, et c'est quelque chose qui restera toujours en moi et que je ne changerai pas. Après, vous l'évoquez par rapport à Pascal Martin, je pense que le discours que j'ai, il le partage également. Lui-même a pris du recul par rapport aux étiquettes politiques, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont encore dans l'expectative de savoir à quoi ressemblera la vie partisane demain. Et l'engagement qu'on veut porter, qu'on soit sur un territoire, sur une ville ou ailleurs, on le porte aussi à travers ce qu'on incarne pour les gens et ce que les gens souhaitent que l'on incarne. Donc c'est ça que je mets en avant aujourd'hui, davantage qu'une étiquette qu'on pourrait coller sur un front. Vous ne pensez pas que le président Macron est plutôt du centre droit ? Alors c'est rigolo parce que quand on est à gauche, on va dire qu'il est de droite, et quand on est à droite, on va dire qu'il est de gauche. Donc non, et même eux, quand on échange avec eux, se disent ni de droite, ni de gauche, ni de centre. Ils veulent vraiment être dans une dimension extérieure. Donc non, il est dans une logique politique qu'il a réussi, c'est-à-dire, en tout cas moi je le considère, réussir à allier différentes idées politiques pour les mettre autour de la table et essayer d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître, qui avait été fait ou en tout cas été tenté par le passé, mais qui là semble, en tout cas jusqu'alors, fonctionner. Marine Caron, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. On change de sujet avec un dossier un peu plus local, voire départemental. Vous avez assisté récemment à la première édition des Césars de l'artisanat, très féminin. Une initiative que la Chambre des métiers et de l'artisanat compte réitérer. Et c'est une édition qui a été donc mise un peu sous l'éclairage du féminisme, puisque c'était pour la journée de la femme, je pense. Tout à fait. Quel est votre point de vue justement sur l'émergence des talents féminins dans ce domaine ou dans d'autres, comme la politique ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie actuellement ou il y a encore beaucoup de boulot ? Alors, c'était très exactement les pépites de l'artisanat. Les pépites de l'artisanat. Tout à fait. Et c'était en effet à l'occasion de la journée du 8 mars, journée qui d'ailleurs avait été, même nous au sein du département de la Seine-Maritime, mise sous l'angle du rapport femmes-hommes à travers ma délégation que sont les ressources humaines. C'est pas évident, en tout cas je vais vous le dire de mon point de vue, d'être une femme en politique. C'est pas évident parce que ça demande parfois à travailler davantage, s'engager davantage, s'impliquer davantage et parfois peut-être à tort à se justifier davantage pour ce que l'on est, pour là où on est, pour ce que l'on fait. Mais c'est des combats qui sont essentiels aujourd'hui parce que ce soit d'un point de vue professionnel, social ou politique, il y a encore des inégalités qui existent.
En politique, on a la parité qui a permis de faire émerger de nombreuses femmes. Il y a beaucoup de femmes au département Seine-Maritime ? Parité, donc moitié-moitié, 35-35. On est et puis également dans l'exécutif en termes de responsabilité chez les vice-présidents. D'accord. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui obligatoires par la loi, mais ça ne veut pas dire que les mentalités ont pour autant évolué et suivi. Et donc c'est là où il y a un travail à faire, que ce soit dans tous les domaines d'égalité femmes-hommes. Et c'est des combats qui sont importants, et moi je trouve que c'est encore plus beau et encore plus important quand un homme se dit lui-même féministe, parce que être féministe, ça veut pas dire être revendicatif, être véhément, ça veut juste dire être pour l'égalité. Donc ça va mieux pour le rapport homme-femme, en tout cas dans le département, c'est une certitude. Parce que la loi l'impose. D'accord. Vous êtes lieutenant de la réserve citoyenne, donc sans grade ni uniforme. Les réservistes citoyens mettent leurs compétences, on le rappelle, au service de l'armée et contribuent en quelque sorte à promouvoir l'image de celle-ci dans la société civile. Alors ça représente quoi au quotidien cet engagement ? Alors, déjà, on peut expliquer ce qu'est une réserviste. Ouais. Il y a deux types de réserves militaires. Il y a la réserve opérationnelle. Donc la réserve opérationnelle, ce sont les personnes qui s'engagent au sein de l'armée, alors les différents corps de l'armée, pour porter l'uniforme et faire au minimum entre 5 et 30 jours de mission qui sont rémunérés au bénéfice de l'armée. La gendarmerie aussi ? Gendarmerie aussi, tout D'accord. à fait. Et ensuite, il y a la réserve citoyenne à laquelle j'appartiens, qui est donc un corps plus restreint, qui est attaché aussi à un corps d'armée. Donc moi, je suis à l'armée de terre. Et on est en fait coopté par la délégation militaire qui recrute et qui accepte les candidatures des personnes qui ont une capacité à pouvoir apporter un réseau, apporter des connaissances, apporter une expertise pour pouvoir faire avancer les différents projets de l'armée de terre. Comment on fonctionne au quotidien ? Il n'y a pas d'impératif au quotidien. D'accord. Notre mission, elle peut être ponctuelle. Le jour où on va être appelé à venir soutenir tel ou tel projet, à venir le présenter. Par exemple, on a travaillé sur le projet Oméga qui vise à réinsérer les militaires blessés au sein de la société civile, la société professionnelle. Et pour ce faire, on a, avec le colonel Garnier de la délégation militaire de la Seine-Maritime, présenté le dispositif auprès de la Chambre de commerce et d'industrie à Rouen. D'accord. Donc ça, c'est un type d'action. Il y a aussi des partenariats qui sont faits avec des classes dans les collèges ou dans les lycées, un accompagnement à ceux qui doivent s'engager et venir se faire recenser lorsqu'ils ont 16 ans. Et moi-même, à partir de là, et comme l'ensemble de mes collègues réservistes, on a la capacité de venir proposer. C'est-à-dire qu'on est en contact avec le délégué militaire départemental et lorsqu'on a une idée ou un concept qu'on aimerait creuser avec lui, on organise une réunion, on présente le projet et on voit dans quel chemin ça peut aboutir. On parle du retour du service militaire ou d'un service militaire plus moderne. Actuellement, c'est dans les tuyaux du gouvernement. L'image de l'armée s'est un peu améliorée auprès de la jeunesse. Est-ce que ça peut aider ? Est-ce que vous êtes pour justement cette idée de retour, entre guillemets, d'un service militaire ? Alors c'est un sujet qui est quand même assez complexe, oui. Notamment en termes de disponibilité, en termes financiers également. Moi je pense que surtout, et c'est aussi notre rôle, parce que je ne l'ai pas précisé, donc j'en profite, mais en tant que réserviste citoyen, de faire vivre le lien armée-nation. C'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, on le voit à travers les événements qui ont lieu ces dernières années, qui ont encore eu lieu récemment, qu'on a besoin d'avoir un corps militaire qui soit présent, qui soit fort et pour lequel l'ensemble des citoyens français ont une véritable reconnaissance aujourd'hui. Ça nous accompagne au quotidien. Après, savoir s'il faut réinstaurer ou pas le service militaire, c'est un sujet beaucoup plus complexe. On parle aussi de service national, de service civique. Enfin, il y a plein de sujets différents. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir se poser pour réfléchir à quelle est la forme qui permettra aux jeunes de se sentir impliqués demain dans la vie à laquelle ils appartiendront et dans l'ensemble du corps militaire. De par votre conviction charnelle, je dirais, à l'Europe, vous êtes très attaché au devoir de mémoire. On vous a du reste rencontré sur le projet Bulle de mémoire au conseil départemental, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est entré, etc., bien dans le milieu scolaire, etc. On sait qu'on fait des efforts. Est-ce qu'on en fait assez ? Est-ce que les jeunes, là, passé l'événement 14-18,
vont déjà oublier la Première Guerre mondiale, comme certains ont très très peu de connaissances sur le deuxième conflit mondial. Il y a un devoir de pédagogie, etc. C'est important pour vous d'accompagner chaque fois qu'il y a une commémoration, d'être là, d'emmener des jeunes? Alors, pour moi, le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est pas seulement un devoir, mais c'est aussi... Pas qu'en France, en Europe, par contre. Bien sûr, c'est aussi une mission, en tout cas en tant qu'élu, d'être présent lors de toutes ces commémorations, de montrer l'exemple aussi, et d'accompagner les jeunes à prendre conscience. Au niveau de la ville de Rouen, là où je suis présente lors des commémorations, il y a un travail qui est fait à chaque fois, c'est-à-dire que les jeunes sont associés à ces commémorations. Au niveau du département aussi, on a lancé un programme d'action, notamment par rapport à la commémoration de ce centenaire de la guerre 14-18. Et donc, du coup, il y a vraiment une volonté de faire de la pédagogie, mais aussi de partager autour de cette dimension de la mémoire et de l'histoire. Parce que, ça va être très bateau, mais il est vrai que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et je pense que cette histoire, elle est importante. Alors peut-être que certains jeunes s'en éloignent ou s'en détournent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de professeurs, et je le vois à travers mon rôle de réserviste, qui s'engagent pour pouvoir faire vivre parfois différemment, mais faire vivre l'histoire et la mémoire, et que c'est des choses qui sont vraiment essentielles pour pouvoir avancer, mais à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, dans les temps qu'on traverse. Donc vous adhérez complètement à l'idée d'Hervé Morin de faire un forum de la paix au mois de juin, là? Tout à fait. D'accord. Vous y serez, sans doute? J'ai noté les dates, j'essaierai d'y être. Très bien. Des choses qui fâchent maintenant, politiquement parlant. Lors des dernières législatives sur la première circonscription, Patrick Chabert était plus ou moins auto-désigné candidat pour votre parti. Finalement, c'est Patrick Chabert qui est allé. Certains voulaient imposer, entre guillemets, votre candidature pour ces élections. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Alors, ça a été un petit peu différent. C'est pas Patrick Chabert qui a été désigné, c'est Robert Picard. Ouais. Et en effet, il n'a pas été question en réalité d'imposer une candidature. Moi, j'ai souhaité à un moment présenter la mienne. Ça n'a pas été le choix qui a été retenu. Et c'est moi-même qui ai pris la démarche à un moment donné de dire que je préférais me mettre en recul parce que j'avais conscience que c'était peut-être une période un peu compliquée à traverser, que j'avais envie de pouvoir me concentrer aussi sur les missions qui allaient être les miennes et les responsabilités qu'on allait me confier. Donc les choses se sont présentées sous un angle différent. Moi, j'ai aucun regret aujourd'hui de la manière dont les choses se sont passées. On apprend énormément en politique tous les jours. C'est pas facile non plus, je le reconnais, mais c'est ça qui fait qu'on apprend à avancer et à s'endurcir. Il y a presque 2 ans, jour pour jour, vous étiez désigné jeune européen de l'année. Qu'est-ce qui reste justement de cette aventure, cette période? C'est loin déjà? Alors, c'est loin. 2 ans, c'est pas très loin non plus. Il reste surtout la conviction profonde que l'Europe en tout cas, moi, c'est le discours que je tiens, c'est que l'Europe, elle est dans mes gènes, elle est dans nos gènes. C'est à la fois le passé, le présent, l'avenir, et que la France a besoin de l'Europe aujourd'hui pour peser face à la mondialisation. Que notre histoire, et on en parlait tout à l'heure par rapport aux 2 guerres mondiales, nous amène à avoir une conscience européenne, une conscience d'une unité, d'un peuple qui s'est battu ensemble. Et c'est important de pouvoir continuer d'en faire, pour moi en tout cas, la promotion. Après, c'est vrai que dans le quotidien d'un élu départemental, l'Europe, c'est pas le thème qui est le premier, et pourtant c'est parfois mal connu, mais c'est vrai que le département intervient dans de nombreux domaines en rapport avec l'Europe, notamment à travers la mission Europe qui a été mise en place, qui permet de lier les collectivités, le département, les acteurs locaux et l'Europe, et de faire bénéficier de chacune des actions des fonds européens, des fonds FEDER. Et nous, au département, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place grâce à ces fonds FEDER, comme les espaces numériques de travail Arsène 76 qui sont dans les collèges, ou encore une plateforme d'action ludique avec Jumièges. Donc il y a vraiment plein de choses qui se font, qui sont parfois mal connues. C'est à nous, élus, de pouvoir communiquer davantage, mais parfois on pêche un peu sur ce sujet-là. 2020, c'est loin, ou on en parle ou pas? C'est loin, c'est dans 2 ans. C'est en même temps une préoccupation qui peut aussi être actuelle aujourd'hui.
Moi, vous le disiez aussi en introduction, j'ai fait la campagne des élections municipales en 2014. Aujourd'hui, je suis élue au département, mais je suis née, j'ai grandi à Rouen. Vous êtes prête, quoi. Je suis attachée à cette ville. J'ai envie, en tout cas, d'avoir à pouvoir porter l'enjeu rouennais en 2020, l'enjeu même, on en parlait, métropolitain, puisqu'aujourd'hui, la question, c'est la ville au cœur de la métropole. Mais je pense qu'il faut être en mesure de pouvoir porter un projet à la fois d'alternance et à la fois d'envergure pour cette ville qui le mérite, qui a besoin d'attractivité, qui a besoin d'être davantage renforcée, qu'il faut que ça se fasse avec de nombreuses personnes, un collectif qui soit large et qui a envie de s'engager pour cette ville. Dernière question, Marine Caron, après le Pérou, la Cordillère des Andes, l'Amérique du Sud, la prochaine destination dont vous rêvez, ça serait quoi ? C'est une bonne question. C'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Là, j'ai pas encore réfléchi précisément à la prochaine destination, mais le Népal m'intéresserait bien. Peut-être l'Inde. Et puis retourner en Amérique latine parce que vraiment, il y a certains pays dans le sud de l'Amérique que j'ai pas encore visités et qui sont assez incroyables. Et voyager, c'est quand même quelque chose d'important. Ça permet marquante. Ça permet de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à soi-même, de se remettre en question et d'avoir envie d'avancer encore plus. Très bien. Merci Marine Caron d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver, on vous le rappelle, cet hebdo politique en podcast, son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.